Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans une émission un peu spéciale puisqu'aujourd'hui nous présentons un salon, on peut appeler ça comme ça? Un événement qui s'appelle l'Air Nature et c'est la deuxième édition, c'est ça? Voilà. Et donc j'ai à mes côtés Axel qui va se présenter et qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. A tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à l'Air Nature 2. Je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit il y a quelque temps avec l'aide de la nature, puisque donc l'air de la nature, ça veut dire que tous on est influencés et on est réceptifs au message de la nature. Devant le soleil, nous nous sentons uniques. Face les uns aux autres, nous nous sentons en groupe. En groupe les uns avec les autres, nous sommes chauds comme le soleil. La chaleur du soleil est éloignée. Et la chaleur du groupe est près. Les deux ont leur importance dans nos consciences. Ainsi, les astres nous parlent avec cette subtilité-là. Aussi profondément dans nos cœurs. Ainsi, la nature partout nous parle. Aussi étincelante dans nos cœurs. Après tant d'intelligence malmenée partout sur Terre, nous revoilà face aux simplicités aimées, celle de notre mère nature. Quand nous portons un regard sur elle respectueux, elle nous englobe de beauté, d'harmonie, d'amour. Quelle chance! Et là, je vais vous raconter la dernière expérience que j'ai faite dans la forêt. Il m'est arrivé donc en rentrant d'une petite excursion de m'arrêter dans la forêt. Je me suis assise sur un tronc d'arbre. Je me suis posée, mais vraiment tout mon être s'est posé à cet endroit-là. J'ai ressenti donc tous les oiseaux, les feuilles qui tombaient, les oiseaux qui remontaient dans les arbres. J'ai ressenti tout ce qui se produisait autour de moi. J'ai fait ma propre méditation de bien-être. J'ai pensé à tout ce qui m'environnait, tout ce que vous, certainement, vous devez savoir comment on fait ces méditations-là dans la nature, dans la forêt. Une fois que ça a été fini, en remerciement à la nature, j'ai voulu ramasser donc à nouveau les détritus que les autres laissent dans la nature. Donc, sans avoir forcément à chercher partout, je vous promets, ça s'est passé comme ça. J'avais juste à me lever, mes yeux arrivaient là où il y avait le papier. J'avais pas besoin de chercher, pas besoin d'orienter mes yeux. J'avais l'impression vraiment d'aller au bon endroit où la nature presque attendait que je ramasse le papier. Donc, une fois que ça a été fini, j'ai voulu me retourner. Une fois que j'avais nettoyé ce coin-là, je me suis retournée. Vous pouvez rire si vous avez envie. J'ai vu la nature merveilleuse, magique. Le côté magique de la nature, qui était contente de ce que j'avais fait, que j'avais nettoyé. Donc voilà le petit événement que j'avais envie de vous raconter, à la place de lire. Quoi comprendre d'autre sur Terre, de plus simple et de si merveilleux que ça? C'est aussi simple que ça. La nature est généreuse, elle est aimante et elle sait nous écouter. La nature, donc c'est avant tout notre mère, souvent ce que tu dis. Alors cette demi-journée, nous allons la partager. Un moment ensemble, un temps de connaissance nouvelle. C'est un geste de respect pour nous-mêmes et qui est bon pour tout le groupe. Qui nous apprend. Qu'est-ce qu'il nous doit apprendre? La vie est partout. Les plantes, toutes les vies ont leur énergie. Et ce sont des belles énergies. Ce sont des beautés, des bontés, de l'amour et de la vérité aussi. On nous dit souvent c'est la vérité. Ce que nous apprenons en nous de beau est bon pour nous tous. N'est pas bon que pour soi, est bon pour l'ensemble de la communauté. Alors, j'avais fait ça à l'Air Nature numéro 1, j'ai envie de le faire à l'Air Nature numéro 2. Je vais vous demander tous de vous lever. On va faire la petite boule sur nous-mêmes, si vous êtes d'accord. Donc on plie légèrement les jambes. J'ai
Gérard peut-être peut le faire avec nous. Papa. Alors, on lève les bras en l'air. Et puis on va tourner en rond tout doucement pour revenir les bras presque là où ils étaient en premier. Avec le temps nécessaire dont vous avez besoin. Et on revient au premier mouvement. Voilà, une bulle simple, toute simple. Merci. Merci à toi. Et pour finir, continuons ensemble les découvertes de nos subtilités. N'est-ce pas, les artistes, on sait ce que ça veut dire. Et vous aussi, naturopathes. La communauté à la Cartare s'agrandit et devient vie avec les événements L'air Nature. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Continuons et prolongeons ces actions avec le temps, tranquillement. Voilà, soyez les messagers à votre tour de ce que la nature nous offre généreusement. Merci. Non, c'est pas ça le problème. Donc pour continuer notre après-midi L'air Nature, je vous présente Vincent Chauvet qui va nous parler de ce qu'il fait, très intéressant, un photographe, poète, et plein de subtilités à nouveau. À toi. Je vais commencer par une approche de l'art nature qui était, que j'ai souhaité personnellement nature, culture et dans la richesse de la nature à la fois extérieure de sa manifestation, dont Axel Perel parlait tout à l'heure, et aussi dans sa nature intérieure à travers l'âme humaine. Et il y a quelques jours, en préparant cette présentation, je suis tombé sur un article d'un journal économique qui nous éloigne un peu du sujet, et que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est un journaliste qui s'appelle Gaspard Koenig, et qui est allé visiter pendant 2 ou 3 semaines la Silicon Valley pour rencontrer des entrepreneurs et des chercheurs qui font, comme on dit, le monde de demain. Et son bilan, en quelques phrases, il est rentré en disant « Je suis frappé de constater combien le rayonnement économique et industriel de la nouvelle ville-monde semble déconnecté de toute production intellectuelle », écrit le chroniqueur. Au cours des très nombreuses présentations auxquelles j'ai assisté, pas une seule fois n'a été mentionné le nom d'un philosophe, le titre d'un livre ou le moindre concept antérieur au XXIe siècle. Moi, je trouvais ça très intéressant. Alors je vous dis, je pense que vous êtes aussi marqués, mais dans la vie que j'ai eue jusqu'ici, j'ai fait partie de ceux qui ont été des visionnaires et pionniers de l'Internet. Donc j'ai été un des fondateurs de Wanadoo, et avec une certaine vision à l'époque, qui était surtout du sens et de la perspective au sens communication et culturel. Quand je vois 20 ans après où on en est, je suis assez effaré, mais bon. Donc je me suis rapatrié sur mon âme d'origine qui est celle de l'art au sens large et qui rapproche forcément de la nature, à la fois la terre et le ciel. En 2014, j'ai commencé à écrire un livre qui n'est pas achevé encore, qui s'appelle Sens dessus-dessous. Bien de dire, on est un peu vraiment dans... Tout va sans dessus-dessous. Je vous lis le petit texte. La terre, sur sa surface, s'est peuplée d'arbres, d'animaux dans son histoire, puis de l'humanité, et de toutes ces explorations, découvertes et créations. Avec l'Homo erectus, c'était fabuleux. Fixant sur son sol, sous la lumière des étoiles, de la lune et du soleil, l'infinie diversité de ses nécessités les plus immédiates pour l'homme. La survie, la reproduction, l'outillage, l'abri, et les plus subtiles réalisations de ses espérances. L'humanité s'engageait peu à peu dans la vie, par l'incroyable densité de son énergie, projetée jusqu'au Dieu de l'univers, traçant des peintures dans les grottes, sculptant des outils et des poteries, sillonnant les champs, enfantant et érigeant pyramides, temples, théâtres et villages. Sur cette terre, l'homme déploie aujourd'hui sa mondialisation. Mais où sont passés tous ces mondes SES? Tous ceux qui constituent ces singularités, ces cultures, ces rites et coutumes, ces repères comme ces audaces gracieuses, artistiques.
poétiques et mystérieuses, battant au rythme tranquille des saisons et des inspirations qui donnent ce souffle plein de relief et de parfum à la vie. L'homme moderne mène désormais son destin au pas de course. Et au-dessous de cette réalité, des millions de gens s'y épuisent. De multiples valeurs et acteurs sont devenus des géants, se nourrissant de leur course et de leur sang. Omniprésents, ces géants grouillent, stress, concurrence, urgence, faire, vite, efficace, utile, etc., etc., etc. Alors, je vous passe une petite interview, après cette image de sens dessus-dessous, de quelqu'un que j'aime assez, que je connais très peu, mais dont on commence à parler depuis quelques années. Et j'ai pris un extrait, là aussi en préparant cette petite intervention il y a quelques jours. C'est une interview, un extrait d'une interview de Pierre Rabhi sur France Inter. Si vous avez des extraterrestres qui nous étudient, je ne vois vraiment pas comment ils peuvent conclure que nous sommes intelligents. Nous avons une planète magnifique, nous n'arrêtons pas de la détruire, de polluer, de fabriquer des armes, de nous entretuer, etc. C'est une catastrophe écologique. Ce qui est intelligent, c'est de démontrer qu'on peut vivre à la puissance de la modération. C'est la modération en tant que vraiment, on est beaucoup plus puissant à être modéré qu'à être dans un toujours plus indéfini, qui en fait ne génère même pas de la satisfaction, parce que les gens sont dans la surabondance et consomment de plus en plus d'anxiolytiques. Ça c'est bien résumé. Alors, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, l'intelligence de la nature qui pour moi se niche à la fois dans ses manifestations extérieures et dans des manifestations intérieures, je voudrais vous lire, mon témoignage, portera sur ce que je fais actuellement, qui est photographie, musique, rêve et poésie. Et je commence par le site que j'ai créé il y a un moment, l'Artoche. Dans ce site, pour l'instant, il y a trois univers que j'ai créés, photographie, poème et rêve. Et je vais commencer par un rêve que j'ai eu fin août de cette année. J'écris mes rêves tous les jours depuis une quinzaine d'années. J'en ai fait un livre, mais c'est qu'un extrait, parce qu'il y a 15 tomes comme ça, qui s'appelle Rêve et sous-jacent nocturne, pour montrer la richesse justement de la nature de l'inconscient. Et de tout ce que ça nous permet de guider, corriger dans nos comportements, d'entendre vers l'extérieur aussi. Le rêve, je vais d'abord prendre une citation d'un psychanalyste, de l'un des pionniers de la psychanalyse, qui n'est pas Freud, contrairement à ce qu'on entend beaucoup en France, qui est zurichois, Carl Gustav Jung. Et cet homme écrit quelque chose qui nous relie à la nature, vous allez voir, dans une écriture assez poétique, je trouve. Le rêve est une porte étroite, dissimulée dans ce que l'âme a de plus obscur et de plus intime. Elle ouvre sur cette nuit originelle, cosmique, qui préformait l'âme bien avant l'existence de la conscience du moi. Par le rêve, nous pénétrons dans l'être humain plus profond, plus vrai, plus général, plus durable, qui plonge encore dans le clair-obscur de la nuit originelle, où il était un tout et où le tout était en lui, au sein de la nature. C'est de ces profondeurs où l'universel s'unifie que jaillit le rêve. Alors je me cite modestement un des rêves parmi les milliers que j'ai pu avoir, c'est un rêve du 29 août, qui fait le lien avec notre sujet central. Je vois nettement des terres, un enjeu pour l'humanité et la nature, et un programme dont je discute manifestement avec le PNUD. PNUD, alors je me suis demandé ce que c'est quoi le PNUD, mais c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Mon rêve n'est pas complètement déconnecté. Il s'agit en fait dans ce rêve de lancer de manière intense et urgente, méthodique et systématique un programme de rachat de terres privées pour les rendre à la nature et surtout aux animaux sauvages, à leur liberté et à leur droit à vivre, pour lutter contre le grignotage systématique par l'homme de toutes ces terres, à ses seules fins de besoins d'élevage et d'agriculture. C'est une action d'envergure, urgente et possible, nécessaire pour rééquilibrer les forces et les droits, les équilibres, justement. Et ce programme passe par une action à la fois avec le PNUD au niveau donc collectif mondial, et aussi par des initiatives multiples de ce projet
vers des personnes privées et non pas des collectifs ou des collectivités, pour racheter à des tas de gens des terres. Ce qui est émietté et qui gangrène les espaces vitaux des animaux pour la seule jouissance aveugle des hommes doit revenir pour une part importante et urgente à la nature et ses habitants, les animaux. Alors c'est un rêve, mais rien n'empêche de pouvoir éventuellement y contribuer. Alors je vais illustrer encore ces paradoxes et folies avant de venir sur en quoi je crois par rapport à l'essentiel du propos qui est la nature. Lecture d'un poème qui s'appelle « Chimères et sorcières ». C'est un extrait simplement. Un matin, on entend soudain le glas sonner dans le froid. Le village se réveille avec l'effroi qui domine les brumes. Jadis sculptées aux façades des églises, toutes les chimères et gargouilles ont disparu. Sans histoire, elles se sont soudain animées, quittant la pose pour la prose, bien décidées à vivre leur propre histoire. Loin de toute procuration et ignorant les soudaines préoccupations de façade. On raconte qu'elles se sont échappées, fumantes et hurlant, hantant chaque ruelle des habitants, haletant par derrière à chacune de leurs oreilles frissonnantes. Elles courent et viennent aux hommes, relâchant tous ces mots MAUX qu'elles ont endossés pour leur compte. Parce que je trouve que dans la licence d'histoire que j'ai pu faire à un moment donné dans ma vie, j'ai découvert que dans l'histoire chrétienne, on avait beaucoup insisté sur la dimension du Dieu d'amour, de bienveillance, de fraternité, etc. Mais qu'on s'était quand même aussi bien arrangé pour élever dans un certain nombre de gargouilles, de diablotins, etc., tous les mots que les hommes essayaient de se débarrasser au profit de ces figurations. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu essayer de transmettre là ce soir à travers des photographies, puisque c'est un des vecteurs par lesquels je m'exprime. Je crois à un certain nombre de choses. Par exemple, à la jeunesse, à l'éducation, et aussi à la lucidité, pour ne pas être dans la fantasmagorie de demain, tout va être absolument merveilleux. Non, on est dans un monde qui est difficile, qui est brutal, et la jeunesse nous regarde, et nous attend aussi, et elle aspire à vivre au sens plein du terme. Je crois aussi à l'élégance, à l'art de manière très, très large, au sentiment, et comme disait Axel Pérez tout à l'heure, aussi à la vérité. Je crois également à l'énergie, à l'audace, au courage, à la créativité. Dans une autre façon, je crois aussi aux émergences qu'on voit dans la nature à travers des choses qui sont très délicates, qui mettent beaucoup de temps à pousser, mais qui tout d'un coup apparaissent. Et ces émergences dans la nature, on peut les voir aussi au niveau d'initiatives locales, et on peut les trouver aussi dans l'humilité. Tout à l'heure, Pierre Rabhi parlait de la puissance, de la modération. Je trouve que c'est une très belle expression, parce que la puissance souvent s'oppose au sentiment, et c'est pas compatible. Le pouvoir et le sentiment sont peu compatibles. La puissance de la modération fait, je trouve, appel à une alliance possible, alchimique, intéressante, très intéressante. Et donc à l'humilité. Il y a un certain nombre d'exemples qui existent. Vous avez vu le film Home, certainement, beaucoup. Il y a le film Demain, qui est, je trouve, très intéressant. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'ai regardé en famille sur trois épisodes, où il y a beaucoup d'initiatives. Il y a l'association Colibri, qui est montée aussi, avec des tas de projets différents. Et puis un petit clin d'œil pour le groupe qui est ici. Il y a aussi, à la carte, art. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Alors je crois aussi aux surprises, à l'optimisme et à l'inattendu. Ça, c'est une femme chamane que j'ai rencontrée l'été dernier, enfin l'été 2016, dans un camp de réfugiés tibétains à l'extrême nord du Tibet, du Ladakh. Et ça, c'est une jeune fille du Sikkim, qui est complètement à l'est de la région. Magnifique sourire, magnifique, voilà, fort, très fort sourire. Elles sont toutes à l'exposition en cours à Versailles. Je crois aussi à la diversité des cultures. Alors, cultures qui peuvent être urbaines et pas simplement des cultures paysannes, dans une variété. Et moi, j'ai toujours considéré que la mondialisation permettait un certain nombre de choses pour transmettre, pour améliorer des éléments de confort de vie, mais pas pour détruire les cultures, les traditions, les faire évoluer, oui, mais pas pour standardiser tout, pas du tout.
Je crois aussi, et ça ce sont des choses qui sont très ancestrales dans toutes les cultures du monde, à la force des symboles et des rites. Les symboles ici, là c'est au parc de Versailles, les rites, les symboles qui nous relient au ciel évidemment. Puis je crois là aussi au souffle de la vitalité. Moi je crois aussi au souffle du génie, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire combiné aussi à l'éthique. Il y a des découvertes qui sont absolument géniales qu'on peut faire sur le plan scientifique ou artistique, mais qui, utilisées au profit de certaines intentions, peuvent dériver sur des choses totalement monstrueuses. Et il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le génie biologique ou génétique, par exemple. Je crois à l'audace, et pour ça il faut se mouiller. C'est des petites baigneuses. Et je crois aussi aux liens et aux chemins singuliers. Alors, si vous me permettez un petit extrait de lecture encore, c'est un poème qui s'appelle L'épreuve imprimée, qui est un peu dédié aux jeunes générations, aux enfants, et qui commence comme ça, qui est toujours dans ce même recueil. Dieu, au pluriel, Dieu des cieux, que nous promettez-vous? Zéphyr, Horus et Prométhée, montrez-vous à nous. Soufflez de vos pleins poumons l'expression antique de ce chant initiatique, celui par lequel l'épreuve sert de preuve à l'existence humaine, à l'expérience humaine. Contactant le sacré par le cœur et la douleur, voici l'éprouvé de l'enfant né. Et j'ai un rêve pour l'avenir, on en a tous. Moi j'en ai un en particulier. Ça c'est un petit garçon de Madagascar qui est un peu derrière une palissade de la curiosité sur ce qu'on pourrait faire, ce qu'il pourrait construire lui aussi, contribuer. Moi mon rêve depuis très longtemps, sans être non plus dans la naïveté, c'est de pouvoir, d'imaginer que l'humanité puisse bâtir une civilisation évidemment plus humaine, plus proche de la nature, respectueuse de la nature, et plus artistique. Et donc il retrouve aussi un lien avec le spirituel en même temps que celui avec la terre. Voilà. Merci. Est-ce que oui, il y a des gens qui ont envie de poser des questions, ou revenir sur ce que vous avez vu, ou faire des commentaires? Moi je veux juste faire un commentaire. Je trouve que ton univers est très très riche et très fort et porteur de beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en t'écoutant et ça fait plaisir. Merci. C'est gentil, merci. Oui, tu vis vraiment tout, c'est la première fois qu'on se rend compte, oui. Tu vis vraiment de tout ce dont tu as parlé, je crois, on sent que tu le vis tout ça. Ça fait plaisir. Ah bah, j'espère. Mais ça fait plaisir au moins quelqu'un qui, justement, toutes ces subtilités-là, donc enfin tu témoignes, tu fais partie de ceux qui témoignent de ça. Non, enfin. Il y a surtout un univers où il y a de l'écriture, de l'image, de la réflexion, c'est vraiment très 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 intéressant. Merci. De rien. Si vous voulez retrouver des choses qui sont dans ce que je vous ai présenté, il y a le site lartoche.com et lartoche.fr. Vers Nature, en vous présentant maintenant Laurent Bismuth, qui est peintre, qui est devenu peintre, qui n'a pas attendu la retraite pour être peintre. Et j'aime bien parler de toi à ce sujet-là, qui s'est laissé aller et qui fait maintenant aussi des ateliers de lâcher prise, très intéressants. De ce lâcher prise qu'il a pris conscience, il nous en fait prendre conscience aussi. Merci. Merci Axel. Bonjour à tous. Bonjour Air Nature numéro 2. Donc voilà, donc Laurent Bismuth, artiste peintre. J'ai pas toujours été artiste peintre. J'ai commencé moi dans la comptabilité. Donc c'est pas du tout le même domaine, c'est un petit peu plus carré, un petit peu plus austère. C'est comme tout le monde, en fait on est guidé quand on est jeune dans des voies qui sont peut-être pas toujours les voies pour lesquelles vraiment on est fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et parfois il faut retrouver nous-mêmes dans l'essence de ce qu'on est, vers quoi et pourquoi on est fait. Alors moi j'ai mis un peu de temps pour trouver cette voie, j'ai mis 39 ans. Exactement, il y en a qui la trouvent jamais, qui font des burn-out et qui sont malades et qui dans leur corps ne vont pas bien parce qu'ils ne sont pas dans leur voie.
je suis très heureux d'avoir quand même, grâce à un certain éveil à l'art, on va dire, trouvé ce pourquoi j'étais fait. Alors, comment j'ai trouvé? Tout simplement, effectivement, comme l'a signalé Axel, le soir en rentrant du travail, j'étais très fatigué, j'en avais marre de la comptabilité, et effectivement, je me suis toujours dit qu'à la retraite, j'allais commencer à peindre. Et un jour, à l'aube de mes 40 ans, qui est peut-être un chiffre important, j'ai décidé de ne pas attendre la retraite et de m'acheter une petite toile, d'acheter un pinceau et 2-3 couleurs de peinture à l'huile et de m'amuser sur la toile. Et je me suis rendu compte que ça m'a fait un bien fou. Ça m'a décontracté, ça m'a libéré et j'ai passé une nuit la plus paisible de ma vie. J'ai dit, c'est quand même extraordinaire ce lien qu'il y a entre s'amuser à peindre et puis ce relâchement qu'on a. Et après, à force, j'ai commencé à comprendre. En fait, quand on peint, on rentre comme en méditation au bout d'un moment. C'est-à-dire que on fait des mouvements, on fait des mouvements surtout dans l'art abstrait, donc on voit quelques tableaux que je fais. Donc on fait des mouvements et on prend les couleurs comme ça à l'instinct. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on a comme à un moment donné notre respiration qui commence à se ralentir. On commence à rentrer comme en méditation, en quelque sorte. Hein. On est vraiment calme, centré, on pense au moment présent. On ne pense plus aux soucis, tout le reste. Et donc on rentre en méditation, carrément. Mais on peint. C'est, je pense, cet état-là qui fait que la nuit qu'on passe derrière est une nuit paisible et calme et une très belle nuit, très reposante pour le corps et l'esprit. Donc j'ai voulu, au bout d'un moment, essayer de faire découvrir cet état d'être à d'autres personnes. Et pas spécialement des peintres, des gens qui n'ont jamais peint, et leur dire, voilà, vous pouvez arriver à un état qui va vous permettre de déstresser, de ne plus tomber dans les burn-out et de ne plus tomber dans les stress de la vie, rien que grâce à la peinture. Donc, tout de suite est venue cette idée de créer des ateliers de lâcher-prise émotionnel, parce que voilà, j'ai décidé de dire aux gens, voilà, essayez de venir avec moi, libérez-vous de vos peurs, parce que ce qui se passe, c'est que quand on n'ose pas peindre, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà touché un pinceau, mais en fin de compte, on a une certaine appréhension. On se dit ce que je vais faire, ça va être moche. Le regard des autres, on en a peur. On a peur aussi de savoir un petit peu, ah, tiens, si je vais faire quelque chose d'horrible et on va se moquer de moi. Donc ça, il faut lâcher les peurs. Donc pour lâcher les peurs c'est quand même un frein très important dans la vie. Donc pour lâcher les peurs, rien de mieux que d'aller contre ça. Donc moi, ce que je dis aux gens, venez, prenez un pinceau, et amusez-vous sur la toile. Ce qui va ressortir, on verra bien. C'est pas l'intérêt de faire une œuvre d'art. L'intérêt, c'est le chemin. C'est comme dans la vie. On sait tous qu'on va mourir. Mais c'est le chemin qu'on fait de notre naissance à la date de notre décès qui est important. Hein, parce que le chemin, on sait où il va nous mener. Donc c'est pour ça que je propose aux gens de ne pas avoir peur et de se lancer dans la peinture et de pouvoir ainsi se libérer. Certains me sortent des tableaux, si vous voulez, où ils ont sorti quelque chose de très profond et qui leur permet vraiment d'en parler et de se libérer derrière. Alors, juste un petit mot sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est pas juste arriver et dire oh ben je laisse tomber, j'abandonne. Non, le lâcher-prise, c'est s'abandonner, on va dire, au flux de l'univers. S'abandonner, c'est-à-dire accepter des fois d'aller sur un chemin qui n'est pas spécialement le chemin que nous, avec notre mental, nous avions prévu d'aller. On parlait tout à l'heure avec Vincent de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, dans certains de ses films, il se fait bousculer, il part, il va d'un côté, il va de l'autre, et quelque part, il est en lâcher prise. Il ne va pas lutter contre le gros qui le pousse. Il va, on le pousse, il va à droite, on le pousse à gauche, il va à gauche. Mais à l'arrivée, il ne souffre pas, il n'est pas malade, et il arrive, comme par hasard, à son objectif, il arrive là où il faut arriver. Donc c'est un peu ça. Le lâcher-prise, c'est laissez-vous guider par l'univers. C'est-à-dire, vous êtes devant une rivière, il y a un courant très fort. Si vous plongez dans la rivière et vous voulez arriver de l'autre côté de la rivière, et en forçant sur le courant, vous allez vous noyer à 50% de chance de vous noyer. Par contre, si vous acceptez le courant et vous vous mettez à faire la planche, vous arriverez de l'autre côté, mais vous ne savez pas quand, et vous ne savez pas où vous arriverez. Et bien c'est ça le lâcher prise.
il faut accepter de ne pas savoir comment on va arriver de l'autre côté, ni quand et où on va arriver. À partir de là, on lâche cette peur. À partir de là, on ne souffre plus. Voilà. Moi, tout à l'heure, je prends ma moto, je me prépare, j'arrive, je suis un peu en retard, il manque un gant, dans mon casque, il n'y en a plus qu'un. Ben, je ne me stresse pas. Bon, ben, si je n'ai pas pris mon gant, c'est que quelque part, il y a peut-être quelque chose qui fait que je ne devais pas le prendre. Peut-être que si j'avais pris ma moto à cet instant précis, dans la rue qui va croiser là-bas, j'aurais eu un accident. Quelque chose a fait peut-être que on m'a protégé. J'en sais rien. Je le prends comme ça, en tout cas. Du coup, je ne m'énerve pas. Au contraire, je dis merci à la vie. Je remercie la vie, parce que je me dis peut-être qu'on m'a sauvé la vie, en fait. Donc, je remercie, et je continue mon chemin. Si on fait comme ça, dans tous les domaines de sa vie, je pense qu'on peut tous vivre mieux. Voilà. Donc, cette petite introduction étant faite, il faut donc se libérer. Il faut donc se libérer, il faut donc se laisser aller dans le sens de la vie. Alors, après, tout le monde n'est pas capable de le faire. Ça, c'est un problème. Il faut, je pense, et ce que je fais dans mes ateliers de peinture, essayer de revenir à notre âme d'enfant. À notre âme d'enfant, c'est-à-dire il faut retrouver la joie. La joie est un sentiment que certains adultes ont perdu. Parce qu'ils sont trop dans la carrière, etc. Il faut absolument qu'on retrouve la joie et on retrouve la beauté. Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'était que la beauté peut sauver le monde. Moi, je trouve que l'art et la beauté, c'est quelque chose de très important pour l'humanité. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue que la beauté, que ce soit la beauté, même la beauté subjective, on va dire ça c'est beau, ça c'est pas beau. Mais je pense que si on part tous du principe qu'on veut un monde beau, au sens large du terme, on arrivera, je pense, à créer quelque chose de très fort. Pour moi, c'est un des vecteurs principaux. C'est la beauté. Et il faut qu'on retrouve la joie de notre cœur. La joie, c'est-à-dire faire des activités qui nous mettent en joie. Pas seulement celles qui, on se dit, tiens, ça, cette activité-là, oh, ouais, ça doit être sympa à faire, non. C'est quelque chose de durable. C'est quelque chose qui, quand on fait l'activité, on sent que notre cœur frémit. On sent une vibration, on sent quelque chose. À ce moment-là, on sait qu'on est dans le juste. Donc il faut qu'on arrive à déterminer ce qui, pour nous, est dans le juste, ou ce qui, pour nous, est quelque chose qui est éphémère et qui, en fait, va peut-être nous faire plus de mal qu'autre chose. Hein, les gens qui sont, par exemple, je prends un exemple un peu extrême, mais les gens qui sont, par exemple, attirés tout le temps par le sexe, on va dire, eh ben, ils ont un plaisir ponctuel qui est très éphémère, et puis peut-être qu'après, ça va leur faire du mal, parce que peut-être qu'après, ils vont avoir un problème dans leur couple, peut-être qu'après, ils vont devoir quitter leurs enfants, on ne sait pas. Donc, ça, par exemple, ça peut être un problème. On dit, ok, moi je suis là, je vais faire quelque chose de tout de suite pour avoir du plaisir immédiat, mais ce n'est pas quelque chose qui est juste. Voilà. Donc il faut essayer de trouver les choses qui nous font vibrer à l'intérieur. Et ça, c'est hyper important, retrouver cette joie. Donc cette sensibilité, j'essaie de la faire retrouver aux gens dans mes stages de lâcher prise émotionnelle, où je fais peindre les gens avec des couteaux et non pas avec des pinceaux, parce que déjà d'une part, quand on est en pleine nature, parce que bien sûr je fais ça, je vais le signaler, je fais ça dans le bois de Vincennes. Donc on est carrément en pleine nature, on n'est pas enfermé dans un local, les gens peuvent respirer. Je les fais peindre au couteau, et avant de commencer à les faire peindre, je fais un petit processus, c'est-à-dire que je les mets en méditation. Je leur fais faire 15 minutes de méditation, même à ceux qui n'ont jamais médité. Certains, après la méditation, ils me disent déjà merci. J'ai rien fait, hein. Je ne suis pas un maître yogi, donc si vous voulez, il y a une méditation, moi je leur dis juste de s'asseoir, d'écouter les oiseaux, de respirer l'air, et simplement d'inspirer et d'expirer, c'est tout. Ensuite je me tais, et ils restent dans le silence comme ça pendant 15 minutes. Certains me disent déjà merci à ce moment-là, donc ils n'ont même pas commencé à toucher la peinture. Donc ils découvrent ce que c'est que la méditation, et on a tous ça, c'est facile, on a tous la possibilité de le faire, hein. Et ben, beaucoup de gens n'ont pas le temps. On dit, j'ai pas le temps d'apprendre 10 minutes dans ma vie pour m'asseoir et puis méditer. Ça, c'est un peu dommage. Donc c'est ça que j'essaie de faire découvrir aux gens. Donc je les fais peindre au couteau parce que je ne veux pas le mental, je veux l'émotion. Donc je ne veux pas qu'on me dise, tiens, je vais dessiner un arbre ou un petit oiseau, machin. Non,
on prend les couleurs et on s'amuse. Voilà, donc à partir de là, on retrouve la joie, on retrouve le plaisir de créer quelque chose et on retrouve le plaisir d'être ensemble. Voilà, c'est le but du lâcher-prise émotionnel. Donc, je ne vais pas être trop long parce que c'est des micro-conférences, donc je vais arrêter là pour laisser un petit peu de place éventuellement si vous avez des questions. Et puis si vous avez besoin d'autres informations sur cette activité, c'est sur mon site internet, lâcher-prise émotionnel, je vous le transmettrai si ça vous intéresse. Il y a une page Facebook également. Et sinon, il y a mon site, Laurent Bismuth, peintre. Vous tapez sur Google, vous allez voir un petit peu. Il y a le lien vers l'activité et il y a le lien vers mon site où j'ai toutes mes toiles. Voilà. Je souhaite à tout le monde une très bonne après-midi. Merci à vous de votre écoute. Et puis, bon, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Moi, je veux juste dire quelque chose. Si, oui. En fait, tu as très bien expliqué la démarche peinture par rapport au lâcher-prise. Et je suis très contente parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui met des mots sur ce que je ressens pendant que je peins. Le processus, tu l'as très bien décrit de comment on se met progressivement d'un état conscient à un état un peu moins au courant du processus peindre. Tout à fait. Et ça, tu l'as bien décrit, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on découvre ça. On découvre ça sur le terrain, en pratiquant la peinture. En pratiquant la peinture. Ça nous fait un miracle. C'est génial. Oui. Ouais. Il y a d'autres, je tiens à préciser qu'il n'y a pas que la peinture. Non, il y a la musique, il y a d'autres activités qui amènent à cet état. Hein. Je ne veux pas séquenaire. Moi, je parle de la peinture, c'est un domaine que j'ai expérimenté, que je connais. Mais je pense que beaucoup d'autres personnes y arrivent par d'autres moyens. Peut-être le yoga, peut-être la musique. Ça, voilà. Merci. On a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris. Oui. Est-ce que en virant ta cutie brutalement, en virant la comptabilité, tu as pu finalement réussir à vivre de ta peinture? Ah, c'est plus difficile. C'est vrai qu'on n'a pas cette sécurité, on va dire, de la vie de tous les jours. Mais c'est ça qui est dur à lâcher. Ce qui est dur à lâcher, c'est ce sentiment de sécurité en te disant oh ben là je vais attendre la fin du mois, j'ai mes 2000 € qui tombent dans ma poche. Avec mes 2000 €, ben ouais, mais je peux payer que mes impôts, je peux pas partir en vacances. Et puis je peux à peine voilà, je paye tout ce que j'ai à payer, après il me reste plus rien. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir lâcher ça, c'est pas le donner à tout le monde. C'est vrai que moi j'ai eu des enfants aussi. Donc effectivement, quand on a une charge de famille, c'est très difficile. Moi je ne conseille pas aux gens de le faire, attention, hein, faut pas me... Je dis juste mon parcours. Hein. Attention, il ne faut pas faire ce pourquoi on ne ressent pas la chose. Hein. Je tiens à être prudent là-dessus. Mais moi, il se trouve que ça va apporter une liberté d'être déjà devant vous aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que la comptabilité m'aurait permis de pouvoir vous toucher, des êtres comme vous, lumineux, qui écoutez dans ces conférences. Donc, si vous voulez, ça apporte beaucoup de lumière d'être sur ce chemin-là. Et c'est le chemin, on va dire, de l'univers que j'ai suivi, tout simplement. Très beau, vraiment, bien formulé, très sincère. Chers amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV. Merci pour cette explication qui effectivement était très enrichissante. Quand est-ce qu'on peut venir peindre avec toi? Alors c'est le dimanche matin. Alors bien sûr, en hiver, là, ça va commencer à être dur. J'ai fait ma dernière séance dimanche dernier. Ouais. Mais c'est le dimanche matin de 9h à 13h au bois de Vincennes. Je pense que je vais reprendre à partir du mois d'avril, parce que là, il faisait beau, mais c'est un peu froid quand même. D'accord. Moi, ça m'intéresse. Alors comment je fais? Je te contacte par téléphone ou sur je mon site t'envoie un mail? internet. Ah, je m'inscris sur ton site. Voilà. Il y a un onglet contact. D'accord. Et moi je reçois directement le mail et puis ensuite j'envoie les infos dès que je fais une séance. Ok, donc l'adresse du site, vous allez la trouver en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine et on va maintenant accueillir un nouvel intervenant. Merci. Merci. Oui, donc nous continuons l'ère nature avec Nawal Montasser qui va nous présenter elle-même ce qu'elle sait très bien dire, elle sait très bien parler. Elle nous parle de ses textes brefs de contexte et en même temps elle est peintre. Je vous laisse l'écouter.
Bonjour, donc je m'intéresse beaucoup de près à la peinture et à l'écriture. Dans le domaine de l'écriture, c'est vraiment précisément en ce moment la poésie qui m'interpelle et m'appelle. En même temps, bref de contexte, donc c'est un projet de livre, des poèmes en prose, qui parle un peu, qui fait le tour de beaucoup de thèmes qui m'intéressent et qui m'inquiètent. Donc je préfère pas trop parler de moi-même aujourd'hui et je laisse ma poésie le faire pour vous à ma place. Merci. Donc on va faire Appelle le soleil, c'est un poème. Appelle le soleil, mon monde a fermé les ailes, les plaies et les emblèmes. Tout rangé dans l'abdomen, tout laissé dans les domaines. Appelle le soleil, appelle le soleil, abnégation des problèmes. Appelle le soleil. Je suis pieds nus dans la rue. Je suis la belle sans répit, la balle sans képi. Appelle le soleil. Je suis le soldat en repli. Le poids des causes est sous les cendres roses. Mon cœur s'en mêle comme une pelote en laine. Des soucis et des problèmes, des clichés et des emblèmes. Nous sommes le peuple qui vocifère dans le chagrin de la mammifère. La glotte entre les doigts, je revois l'histoire de Berlin et la tragédie de Chine. L'histoire porte la croix, glaise, matière d'homme. Des chemins, des sueurs sous la faune, des chemins de lueur sous le sol. C'est vers chez moi que tombe la nuit, profonde comme un puits. Une histoire se fragilise. Nous sommes le palmier résistant, le jaguar rugissant, la guerre sans façon, la guerre un poison, la guerre une destitution. Un instant étourdi qui n'a pas tout dit, l'histoire amère, l'histoire mer, océan sévère. Appelle le soleil, appelle le soleil. Un instant de périple, un monde tombe sous le joug des États. L'identité a craqué sous nos vendettas, des lois, des rois, un cœur petit comme un poids. Une histoire qui se détermine par nos états. Une histoire de cas par cas depuis le temps des Incas. Un siècle sous les réformes qui se construit sous le souvenir de Mandela. Merci. J'espère que ma présentation n'est pas moins parfaite que j'avais prévu, parce qu'on avait prévu de la musique et tout ça. Donc j'essaie de vous faire le deuxième poème qui est « Je parle à la nuit ». C'est une discussion avec les éléments qui nous environnent, la nature, donc la pluie, le soleil. Donc comme le thème d'aujourd'hui est l'air nature, je suis très attachée à la nature, d'une part parce que je sens que c'est elle qui m'a aussi élevée par sa bienveillance avec l'écriture et la peinture. Avec l'art, ce sont des amis fidèles qui m'ont accompagnée dans mon parcours, parfois solitaire, parfois écorché et surtout acharné. Donc je vous fais le deuxième poème. Je parle à la nuit qui ne répond plus, à la lune, aux fleurs sous les ruines,
aux fleurs en Palestine. Je parle aux lions en plein sommeil. Je parle aux insectes. Je parle aux pastèques. La guerre a fait précepte, l'argent a ses adeptes. Je parle d'amour au peuple hagard qui tend les mains, qui demande leur part. J'ai traversé le désert et le giron des lois. Je tentais à chaque fois de me libérer de mes troubles de foi. Moi, j'attends le printemps, j'attends le beau temps. La nuit laisse ses traces, l'histoire sur les races. Cannelle sur ma pomme dans le royaume des femmes. Je salue, moi, tous les hommes, et adieu, adieu l'automne. Debout sur la lune, la main dans la plume, ma propre sur-soi, exil monotone et confusion dans les gènes. Quelques mots indigènes fabriquent les idéologies d'un monde agité. Une histoire de barrières, de fond qui contrarie la manière d'un monde sans liesse qui se blesse comme une cheville en laisse, comme un cœur en maladresse à la voix unique du destin. Abrite nos calvaires comme le premier homme abritait notre mystère. Pomme. Un péril, un naufrage, un monde qui fait les pages. Moi, je suis pire que les vaillants dans leurs ailes, pire que les ouvrières au miel, pire que le sel. Moi, je ne m'enfante pas seule. Dans mon pays, l'enfance, l'offense est roi. C'est écroulé ma muraille de Chine et les terres de croix et la face de la lune sous le continent sans loi. Je me réveille un doux matin sous les auspices du soleil. Un jour très beau, le soleil caresse les ponts à la couleur du pan. À la chasse, à la casse, à la chasse, à la casse des idées qui se nomment préjugés. Libre sans les emblèmes, vivante avec des ailes, cavalière sur ma selle. Sous le ciel, un jour d'éveil. Des yeux de loup, des cœurs de fou, une humanité comme dans un zoo, une soif de chameau, des longueurs d'oiseaux, des langues de vipères, des larmes de crocodile. Vous savez, autant de variations que de mystères, autant de ciel que de terre. Merci. Vous avez la possibilité de communiquer avec moi via Facebook, la page Nawel Montasser, et il y a aussi ma page Bref de contexte sur Facebook, sur laquelle il y a le livre, la possibilité de vous le procurer. J'aimerais bien avoir votre soutien et j'espère que vous avez apprécié ma lecture qui était sans la musique, mais j'espère que j'ai réussi à partager avec vous l'émotion que j'en ai moi-même. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons la soirée de l'ère nature avec Amadeus Sanchez qui va nous parler du Reiki. J'ai rencontré Amadeus cet été et toutes les fois où j'ai passé des moments avec lui, ça a été des moments de plénitude. Voilà, donc je suis ravie qu'il soit avec nous ce soir. Et je te laisse la main pour nous faire part de ce que tu as envie de nous faire part. Merci. Merci Axel. Oui, en fait on s'est rencontrés cet été dans une séance du Reiki en plein air. Et en fait, pour des raisons évidentes, on ne le fait plus maintenant, le Reiki en plein air, ça sera mieux à l'intérieur. Et enfin, avant tout, je voulais proposer une petite activité que c'est un cercle Reiki, où
on va profiter de cette belle énergie en groupe. On a besoin de pouvoir se tenir les mains et puis d'être confortable. Mais pour le moment, on commence chacun pour soi, juste pour se connecter à soi-même. On va faire une petite technique de méditation, juste où on va se concentrer sur notre posture, qui va être avec les dos droits et détendus. Et puis on observe sa respiration et on va poser son attention sur les paumes des mains. Donc, vous pouvez fermer vos yeux. Je vais passer vers chez vous pour faire le geste sur les mains. Maintenant, petit à petit, vous commencez à bouger les doigts, caresser un peu, et vous revenez, vous ouvrez les yeux. Vous avez pu constater que ce n'est pas évident de rester ici, même tout simplement observer les sensations dans ses mains. On a l'impression qu'il y a plein de choses qu'il faut s'en occuper aussi. Il faut tenir en compte après, qu'est-ce qu'on fera après, qu'est-ce qu'on a fait avant, et ça et l'autre chose que c'est aussi très important. En tout cas, c'est pas grave, c'est le mécanisme mental qui nous appelle à chaque fois, qui kidnappe notre attention. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte et de revenir. Parce que quand on récupère notre attention, c'est notre pouvoir qu'on récupère. Et puis, dans la pratique du Reiki, on essaye d'ajouter aussi ce pouvoir que c'est juste être présent. Pour ce que ça apporte et aussi parce que ça nous permet de vivre l'expérience et de vraiment s'en rendre compte de ce que ça fait. Après, c'est une pratique et ça sert à ça. Et peut-être on pourra l'appliquer aussi à d'autres domaines de la vie. Et quand la vie se présente en forme de plaisir, ça se trouve, on a plus la capacité de profiter. Ça me vient comme ça vite fait à l'esprit. Un des grands plaisirs, par exemple, quand on mange du chocolat. Donc autant bien de profiter. Et pas manger le chocolat en réfléchissant à ce que je vais arriver à la fin du mois, ce mois-ci, il faut que je fasse des heures sup, comment je le fais. Je ne parle même pas des autres types de plaisirs. Enfin, par exemple, quand on se fait masser, il se peut aussi. Quand on reçoit un massage et on soit en train de passer des choses qui ont raison. Enfin, là, je vais vous proposer on va créer le cercle. Pour ça, juste prenez une respiration profonde. Et on va donner la main gauche. La main gauche, c'est celle de ce côté. On la donne vers le haut. Enfin, on donne la main gauche. Et puis on met la main droite sur la main gauche, enfin sur la main du voisin. Oh, ça a été rapide. Vous pouvez fermer les yeux, c'est plus facile de se connecter aux sensations. Mais surtout ce qu'on va faire, c'est déjà chacun il va poser son intention pour se servir de cette énergie qu'on va tous mobiliser ensemble. Ce qui est important, c'est de poser l'intention en positif. De manière générale, moi je vais poser que l'énergie du Reiki de ces cercles serve au bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel de toutes les personnes qui participent, y compris le caméraman. On va lentement séparer
chacun vous allez les placer au centre de votre poitrine, d'abord la droite, d'abord la gauche et puis la droite au-dessus, juste pour clôturer et envoyer cette énergie à votre cœur. Que ça fixe l'intention que vous avez posée. Et pour finir, on fait un namasté, la position gacho, comme on appelle en japonais, un signe de gratitude pour avoir pu profiter de cette énergie qui nous vient de l'univers et avoir pu la partager. Dans les Reiki, on accueille ce qui se présente, sans juger, et on fait confiance à l'énergie. Ça peut être aussi une bonne idée dans la vie, tous les jours. Parce que aussi dans la pratique du Reiki, l'énergie, elle apporte, quand le corps il peut se servir de l'énergie, il enlève des couches, il peut se déclencher des expériences, des sensations. Et, au lieu de s'inquiéter, au lieu de juger si c'est bon ou c'est pas bon, ce qu'on recommande, c'est de faire confiance à l'énergie et puis surtout d'amener son attention. Et ça, c'est que je trouve que c'est intéressant dans la vie, c'est que quoi qu'il arrive, déjà si c'est arrivé, ça ne sert à rien de résister, mais de ramener son attention, c'est toujours une bonne idée, quoi que soit la situation. Et puis le maître Usui, quelque part, tout vient de lui, même si ce n'est pas lui qui a inventé l'énergie, mais qui a un petit peu, qui est à l'origine de cette pratique, du système, comment on pratique et comment on le transmet. Il était quelqu'un un maître spirituel, disons, un maître éveillé. Et donc, ce qu'il enseignait, c'était aussi pour que les gens puissent faire cette réalisation. Et il donnait 5 principes que j'ai tendance à chaque fois à le partager parce que ça me paraît intéressant, même si on n'est pas croyant. Je crois que c'est compatible avec toutes les religions et les styles. Et donc, déjà, il disait juste pour aujourd'hui, parce qu'il connaissait un peu comment c'est l'être humain, qui est tout de suite on est fatigué. Et si on nous dit de toujours le faire, donc rien que pour aujourd'hui, je ne m'énerve pas. Je ne vais pas m'énerver. Déjà parce que c'est un gâchis d'énergie assez fort. Je pense, je ne suis pas sûr, mais quelqu'un d'intelligent, il avait dit que s'énerver contre quelqu'un, c'est comme prendre une braise pour la jeter, mais que d'abord on se brûle. On pense qu'on va la jeter à quelqu'un, mais c'est contre nous que ça va. Et après, le deuxième principe, c'est rien que pour aujourd'hui aussi, je ne me préoccupe pas, je ne m'inquiète pas. Et ça, c'est fait exprès parce qu'il savait que de toute façon, on allait s'énerver. Donc, c'est genre, ne t'inquiète pas, on recommence. Le troisième, c'est de montrer sa gratitude. Et donc remercier pour ce qu'on a. Et ça a beaucoup de sens parce qu'il paraît que quand on pose son attention sur ce qu'on a, on le fait grandir. D'ailleurs, sur ce qu'on pose l'attention, on le fait grandir. Donc autant faire grandir ce qu'on a que ce qui nous manque. Si on se focalise sur critiquer ce qu'on n'a pas, c'est comme si on était en train de demander d'en avoir moins. Après, il recommande de travailler honnêtement le plus possible. Pour moi, ce travail, c'est dans le sens où
de rester présent dans l'instant, comme c'est le travail de la méditation, de faire le maximum à être présent. Parce que ça c'est un petit peu la justice pour la vie. Le plus on est présent, le plus on est vivant. Et donc, après, c'est sûr qu'on s'en va tout le temps, mais on revient. C'est un peu ça l'idée du travail. Et puis, être bienveillant avec les autres, ça c'est très beau, parce que voilà, on partage, on est en société, on a besoin d'amour. Et j'ai toujours dit, parce qu'on est tous la même chose, parce qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Mais là, j'étais dans un stage où j'en ai fait l'expérience, où j'ai vraiment senti qu'on est la même chose. Et ça a été très beau. Je me suis dit, la prochaine fois que je parle de ça, je vais le dire. Donc, quand on fait quelque chose de bien important, on le fait pour nous-mêmes. Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est déjà se respecter soi-même. Et en se respectant soi-même, on est en train de respecter l'autre. C'est vers ça. C'est une espèce d'égoïsme positif. Je vais m'arrêter là. Donc on continue, l'air nature avec Marion Maddalena, qui est comédienne. Alors je la connais depuis, c'est ce qu'on était en train de calculer, ça fait plus d'1 an. Elle a fait elle a eu plein de projets, elle a suivi une belle route et elle va vous en parler tout de suite. Donc nous t'écoutons, Marion. Je suis une jeune auteure, actrice et intervenante de théâtre. Je pratique le théâtre depuis maintenant 13 ans. Et en fait, être actrice de théâtre, ça a toujours été mon rêve. Mon rêve au départ, c'était de rejoindre la Comédie Française, c'est-à-dire après le conservatoire, entrer à l'école supérieure du théâtre pour avoir mon diplôme. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, pas du tout, parce que lorsque j'étais au lycée, mon père est décédé. Et ça a vraiment bouleversé ma vie. Et je peux dire qu'une partie de moi est morte avec lui. C'était le 4 juin 2011. Et en fait, ce que j'avais prévu ne s'est pas du tout passé comme ça. Et j'ai fait des rencontres qui m'ont amenée à être ici parmi vous aujourd'hui. Je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire. Parce que lorsque mon père est décédé, j'ai commencé à me poser des questions sur mon existence, sur est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, une sorte de vie. Est-ce que j'ai une mission sur Terre? Qu'est-ce que je fais là? Et ces questions m'ont amené des réponses. Et je peux dire que maintenant, ma vision du monde a changé. Et j'ai eu envie d'écrire. J'ai fait un rêve, parce que lorsque je n'ai pas été prise au conservatoire de théâtre, c'était le deuxième bouleversement de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que je pensais que si je n'étais pas allée au conservatoire de théâtre, mon rêve ne pouvait pas se réaliser. Et en fait, mon rêve est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Donc je ne suis pas allée au conservatoire de théâtre, mais j'ai écrit mon propre spectacle, ma première pièce de théâtre, qui s'appelle L'expérience de mon existence. C'est un récit de vie. Un récit de vie, c'est-à-dire que je puise dans mes expériences de vie tragiques. Et donc j'ai décidé d'écrire et de jouer, donc c'est un seul en scène. Et donc la première partie, je parle de la mort de mon père, mais j'avais pas envie d'écrire et de jouer une pièce qui soit lourde. J'avais plutôt envie de transmettre un message spirituel, un message positif, pour partager mon vécu
et de transmettre un message pour dire aux autres personnes que lorsqu'on perd quelqu'un de proche, eh ben on a le choix. On a le choix tout simplement de dire oui à la vie ou bien de se replier sur soi-même. Et j'ai fait le choix de dire oui à la vie et d'avancer. Et à travers l'écriture, la pièce de théâtre, celle que je joue, c'est ma vision du monde, cette nouvelle vision du monde que j'avais envie de transmettre aux autres. Donc maintenant, je joue en France, je joue aussi à l'étranger, dans des alliances françaises, des instituts français, les universités, les lycées francophones, les centres francophones également. Je vais jouer le 24 novembre à Poitiers, le 1er décembre à La Rochelle. J'ai envie de voyager, de rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Je recherche une nouvelle manière de vivre. Même moi-même, dans ma vie, j'essaie d'être de plus en plus en cohérence avec mes valeurs, mes principes. C'est-à-dire, j'aime bien cette phrase, je ne peux pas changer le monde, mais par contre, je peux moi-même me changer. C'est-à-dire en faisant des petites actions tous les jours, comme par exemple me nourrir plus sainement. Donc c'est-à-dire que j'ai décidé de consommer des aliments plutôt bio, plutôt locaux, de manger moins de viande. Je ne mange plus du tout de viande rouge, plutôt de la volaille. De manger un peu plus de poisson, plus de légumes, de cuisiner par moi-même également. Mais c'est aussi à travers, par exemple, le compost. J'ai un jardin à côté de chez moi, donc de faire mon compost, d'aller au jardin, le mettre et de jardiner en collectif avec d'autres personnes. C'est plein de ces petites actions pour moi qui aujourd'hui prend sens, ce qui fait que ma vie prend sens. J'aurais aimé jouer mon spectacle, mais bon, ça dure 50 minutes, donc je vais plutôt vous en lire un extrait. Avant de vous lire l'extrait, je voudrais vous dire que la mort de mon père a vraiment changé quelque chose en moi. Une partie de moi est morte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai vraiment senti une renaissance dans mon corps parce que lorsque j'étais enfant, j'ai découvert à l'âge de 9 ans que j'étais malentendante. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé l'usage de mes oreilles. Et voilà, c'est aussi cette étape qui m'a permis d'avoir un nouveau regard sur ma vie. Je trouve ma vie beaucoup plus enrichissante parce qu'il a fallu que je réapprenne à vivre avec tous ces bruits. C'est d'ailleurs un des extraits que je vais vous lire. Si j'ai peur d'aimer à nouveau, bien sûr, mais je n'ai plus peur de mourir. Je sens au plus profond de moi qu'après la mort, il y a une sorte de vie. Évidemment, pas celle que nous connaissons. Si, j'en ai fait l'expérience. Mais non, je ne suis pas morte pour de vrai. Comment vous dire ? J'ai voyagé sur un autre plan. J'ai vu ce que certains appellent le paradis. Non, 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 je n'ai pas eu besoin de quitter mon corps. Je voyais cette lumière comme je vous vois en cet instant. Et plus ma conscience s'élevait, plus j'entrais profondément dans cette dimension nouvelle où le temps ne semblait pas limité. Très curieux, très étrange. La forme humaine, la matière, tout disparaissait. Je percevais l'énergie que les humains sont en réalité. La plus pure qu'ils soient. Des sortes d'anges, sans les ailes. Je ressentais
Une telle paix. L'amour m'envahissait. C'était magnifique. Si c'est ça le paradis, alors je n'ai pas peur de mourir. Si le paradis était tout près de nous, tout près, sur terre. Quand on s'allonge sur le sable, quand on sent le souffle léger sur sa peau, ce doux contact, cette chaleur sur notre corps en plein été, ce doux parfum des fleurs de la nature, ce bruit si agréable des vagues, ce chant des oiseaux, ces bruits de la vie. La beauté nous entoure, fleurs de mille couleurs, papillons qui virevoltent, la lune et les étoiles qui brillent dans la nuit, les couleurs du ciel et les formes des nuages qui ne sont jamais les mêmes. C'est tout cela mon paradis. Chacun est libre d'avoir une autre opinion. C'est ma vérité, tout simplement. À chacune de trouver la sienne, sa vérité. Mais pour moi, la mort n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas possible. Je suis ici, sur Terre, pour apprendre quelque chose. Lorsque j'aurai appris ce que je suis venue apprendre, à mon tour, je m'en irai. Nous sommes reliés les uns aux autres, tous, toutes. C'est la matière de nos corps qui meurt. L'amour, lui, ne meurt pas. La preuve, mon père est partout avec moi. Il m'accompagne. Il est présent. Je ne le vois pas, mais je le ressens. Et je peux l'entendre aussi. Si, j'entends sa voix. Le deuil, c'est le reflet d'une perte qui ne s'efface jamais. Mon ami me disait, passe à autre chose, arrête de pleurer. Mais non, je ne peux pas oublier. J'apprends chaque jour à vivre avec l'absence de mon père. Aujourd'hui, je ne vois plus la vie de la même manière. Je suis consciente que ma vie a un sens. C'est moi qui suis créatrice et actrice de ma vie. J'ai choisi mon histoire. J'ai choisi mon prénom. J'ai choisi mon nom. J'ai choisi ma date de naissance. J'ai choisi mes parents. Si! Au premier abord, la mort de mon père est tragique. C'est terrible. C'est vrai. Mais en prenant du recul, j'ai ouvert les yeux sur un autre monde. Sur un monde où je grandis en estime pour moi-même, grâce aux émotions et aux expériences avec les autres. J'en ai découvert des choses depuis que je m'intéresse de plus près à ma vie. J'ai tout à l'intérieur de moi. Je l'avais juste oublié. J'ai tout retrouvé. Merci papa. Merci papa et merci à moi, Marion. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des réponses, des commentaires, des... Oui. Tu as écrit une pièce ou plusieurs? J'ai écrit une pièce qui est vraiment finie, qui s'appelle L'expérience de mon existence, mais j'ai commencé à écrire d'autres pièces, dont une pièce que là je suis en train d'écrire sur l'Afrique, sur mes expériences en Afrique, parce que je suis allée jouer en Asie, en Chine, au Vietnam, je suis allée jouer au Soudan, au Togo, et j'ai vraiment été marquée par les gens. Et j'ai vraiment envie d'écrire une pièce positive sur mes expériences en Afrique, parce que on parle toujours en négatif de l'Afrique, des guerres, de la pauvreté, de la misère.
Et j'ai envie de faire témoigner dans mes expériences là-bas parce que je trouve que l'Afrique a gardé, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le berceau de l'humanité, je trouve qu'ils ont gardé précieusement ce que pour moi l'Europe a perdu, c'est-à-dire ce partage, cet échange et cette harmonie avec la nature. Parce que par exemple le Togo, il se soigne avec les plantes qu'il y a dans la brousse. Et enfin, je trouve que ça extraordinaire et j'ai envie de faire partager mes expériences et de dire aux gens, allez-y, voyagez, allez à la rencontre de ces personnes, surtout au Soudan. Parce que avant de partir, que je regarde sur internet, à la télévision, tout le monde me déconseillait de partir là-bas. Parce que c'est un pays qui est dangereux, qui est en guerre. Et en fait, c'est pas vraiment la réalité de ce qui s'y passe. Parce que le Soudan, il a été divisé en deux en 2011. Donc la partie du Soudan du Nord et la partie du Soudan du Sud. Et c'est le Soudan du Sud qui est en guerre civile. Et pas le Soudan du Nord. Et je suis allée à la rencontre de ces personnes extraordinaires, si généreuses. Je me suis sentie très à l'aise, je me suis sentie chez moi. Et j'ai vraiment envie, à travers ce spectacle, ce prochain spectacle que je suis en train d'écrire, de dire aux gens de voyager, de partir à la rencontre des Soudanais, des Soudanaises. Parce que c'est vraiment un peuple qui est d'une richesse, qui a vraiment beaucoup à partager et à apprendre. J'aurais envie de te poser une question. Pour moi, donc, ton parcours, quelque part, tu es miraculé. Et donc, forcément, tu as fait à la fois un deuil de ton papa, mais tu as fait en même temps un deuil de la Marion, de l'ex-Marion. Tu as fait deux deuils, du coup. Oui, oui. Oui, et donc, c'est du temps, tout ça, qui se passe, c'est du temps, tout ça aussi. Bah, du temps, mais en même temps, ça a été très rapide. Parce que mon père est décédé quand ça fait 6 ans. J'ai l'impression d'avoir tellement vécu de choses. Des fois, l'espace-temps pour moi est un peu... Des fois, c'est vite et des fois, c'est trop lent. C'était très rapide. En tout cas, j'ai bien aimé dans ce que tu as fait dans la partie que tu nous as faite devant nous, comédienne. J'ai bien aimé la partie justement où tu nous fais repartir dans notre sensibilité enfantine, quand on regarde les oiseaux, quand on regarde les nuages, etc. Tu nous as fait revivre ça, ça m'a bien plu. Les amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV. Merci Marion pour ce partage, c'était magnifique. Tu as un site internet peut-être ou... Oui, tout à fait. Donc vous trouverez sous la vidéo l'adresse du site internet, que tu peux redonner d'ailleurs. Oui, donc j'ai une page Facebook, donc vous pouvez taper Marion Maddalena officielle. Et ensuite j'ai un site qui s'appelle Wix, W-I-X. Donc en tapant en fait sur la barre de Google mon prénom et mon nom, vous allez trouver plein d'articles. Par exemple, un article où j'étais en Afrique, mon compte Twitter, LinkedIn, voilà. Vous allez trouver tout ça en dessous de la vidéo. Merci, à tout à l'heure. Merci Marion.